Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce mercredi 6 septembre. Au sommaire de ce journal, le président Guelleh, distingué par le prix de la GIFA, la Global Islamic Finance Awards. Ça s'est passé ce matin à Astana au Kazakhstan. Et puis l'ONU évoque les risques de nettoyage ethnique des musulmans des Birmanie. Dans le cadre de sa visite de travail à Astana, le président de la République, Ismail Omar Guelleh, s'est entretenu ce mercredi avec le président de la République du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. Les discussions entre les deux dirigeants ont eu lieu en présence des deux délégations respectives qui les accompagnent. Les voies et moyens d'accroître les niveaux d'échange et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que l'identification d'un partenariat gagnant-gagnant pour les deux nations ont été au cœur de cette rencontre. Djibouti et le Kazakhstan profilent un nombre important de valeurs et d'identités communes pour entériner ensemble des partenariats actifs. La mise en route d'un partenariat privilégié avec le Kazakhstan est un atout majeur pour Djibouti qui vise donc à diversifier et à accroître en permanence ses partenaires économiques. À nos frères kazakhs, et on a essayé de mettre en place un cadre de travail. Avec eux, il y a un protocole de consultation et de coopération qui a été signé. Aujourd'hui, le Kazakhstan est un pays qui s'ouvre sur le monde. Un grand pays qui a une industrie très dynamique, une agriculture également très productrice, et c'est un pays aussi qui exporte beaucoup d'hydrocarbures. Nous avons donc pensé utile de pouvoir enclencher. Le président de la République a proposé à ce que Djibouti puisse servir aux exportations kazakhes vers les marchés africains. Et il faut savoir que les énergies renouvelables sont des secteurs que le Kazakhstan essaie de développer très rapidement, notamment l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie géothermique. Djibouti également ayant un potentiel très important, ce secteur peut devenir un secteur de coopération entre les deux pays. Je vous le disais dans les titres, la cérémonie des remises du trophée des GIFA Global Islamic Finance Awards a eu lieu dans la même journée à l'hôtel Hilton d'Astana, cérémonie au cours de laquelle le président de la République, Ismail Omar Guelleh, a été distingué. Le président de la République qui a été donc à l'honneur de cette cérémonie dédiée à la remise de ces prix qui récompensent chaque année les leaders qui œuvrent dans ces secteurs. Le président de la République a ainsi reçu ces trophées des mains de son homologue, le président kazakh, pour ses efforts dans la promotion de la finance islamique. Il est effectivement à l'origine de l'éclosion du système bancaire à Djibouti qui a permis l'apparition et l'ouverture multiple des banques régi par la finance islamique. Il a acquis aussi cette réputation de partisan effréné de la promotion de la finance islamique lorsqu'il fit de notre pays une plateforme privilégiée et un autre lieu de rendez-vous des réunions et conférences de la finance islamique. Le président de la République a été donc choisi pour ses prix par la communauté internationale qui travaille dans ces domaines et qui sélectionne tous les ans des personnalités, des institutions, des universitaires, mais également des chercheurs qui ont le plus œuvré à la promotion de la finance islamique. L'industrie de la finance islamique et les théories de l'économie islamique attirent de plus en plus des banques internationales. Il s'agit donc de la 7e cérémonie de remise des trophées organisée par le Centre financier international d'Astana pour distinguer un chef d'État qui a fait montre d'excellence dans la finance islamique. Un grand nombre de hautes personnalités kazakhes et étrangères ainsi que la délégation qui accompagne le chef de l'État ont pris part à cette cérémonie pour célébrer donc le succès de la banque et de la finance islamique, surtout dans l'une des villes les plus dynamiques de la région de l'Asie centrale.
Autre moment fort de cette visite, c'est l'intervention du chef de l'État à l'issue de cette cérémonie de remise de prix. Le président Guelleh a dans un premier temps rappelé que la réussite de la finance islamique dans notre pays est le résultat des efforts conjugués de tous les acteurs économiques, publics et privés. Il a également rappelé les contextes dans lesquels la finance islamique a vu le jour à Djibouti. Nous l'écoutons. Mr. President, Mr. Chairman, distinguished guests, ladies and gentlemen, allow me to begin my speech by expressing my appreciation. C'est pour moi un honneur et une fierté inestimable, et pour mon pays une consécration que de recevoir le prestigieux Global Islamic Finance Award. Cette gratification, dont je ne peux m'attribuer seul les mérites, est le fruit d'un travail assidu et passionné d'institutions publiques, d'opérateurs privés et d'investisseurs et des institutions multilatérales convaincus de l'utilité et de l'efficacité de la finance islamique pour soutenir le développement. Aussi, en leur nom et au nom de la République de Djibouti, j'aimerais exprimer notre profonde gratitude et d'adresser nos plus vifs remerciements à l'endroit du comité des Awards. Monsieur le Président, honorables membres du comité, votre choix et votre décision est une exaltante reconnaissance de notre modeste contribution au développement de la finance islamique qui peut dans le même temps nous transporter et nous met au challenge et nous dépasse pour aller encore plus avant. Mesdames et messieurs, en ce temps où l'islam et notre umma sont éprouvés car calomniés injustement à la fois par des individus criminels qui s'en réclament et des médias hostiles très peu en même temps distinguer le bon grain des l'ivresse. C'est une grande fierté de mettre en relief un domaine où on excelle. Ce domaine, c'est la finance islamique, dont les activités ont considérablement évolué à l'échelle mondiale, particulièrement au cours de ces dernières décennies. Son succès, la finance islamique le doit à ses fondements et à ses principes de fonctionnement, puisés dans la charia qui le met à l'abri dans des chaos et des crises. En outre, son lien fort avec l'économie réelle et le caractère compétitif des banques islamiques et de leurs produits financiers innovants expliquent les performances remarquables de l'industrie financière islamique. Ce sont ces deux valeurs qui sont indistinguées, qui l'ont mise à l'abri de la crise de 2008. Ce sont également ces valeurs qui font qu'elle séduit de plus en plus au-delà de sa sphère naturelle. C'est dire combien les principes vertueux tirés de nos textes sacrés qui soutiennent le fonctionnement de ces industries financières sont nobles et justes. Cependant, au-delà de ces valeurs éthiques profondes, la finance islamique doit également son succès aux inlassables efforts et aux travaux foisonnants des hommes et des femmes décideurs, experts et praticiens de notre grande communauté financière islamique, représentée par les éminentes personnalités ici présentes. Mesdames et messieurs, décideurs et praticiens de la finance islamique, vous avez su démontrer que la finance pouvait être conciliée avec l'éthique, que l'islam n'était pas incompatible avec le monde des affaires. Et grâce à vos initiatives, la finance islamique est devenue une finance sophistiquée et de qualité que tout le monde recherche. Distingués participants, la République de Djibouti est un petit pays, peu peuplé avec des ressources naturelles très limitées. Mais l'infini, grâce d'Allah, l'a placé sur l'une des routes maritimes les plus fréquentées aux confins des 3 continents. Fort de cette bénédiction, nous avons fait le pari de faire de Djibouti un hub stratégique, commercial et financier. Cette ambition, nous l'avons traduite dans un programme de développement intitulé Djibouti Vision 2035. Il s'agit d'une vision à long terme qui a pour objectif de bâtir l'architecture d'un développement économique et social, durable et harmonieux. Dans cette optique, nous mettons tous en œuvre pour nous doter des infrastructures et des transports et des communications les plus modernes et les plus compétitives possibles pour que cette position stratégique devienne une source optimale et pérenne de croissance, d'emploi et de richesse. Avec le concours des pays amis et des partenaires au développement qui nous font confiance, qui savent combien serait porteur le développement économique de notre continent et combien nos projets sont plus que réalistes et rentables, nous avons massivement investi dans des infrastructures portuaires, routières et ferroviaires. Ainsi, Djibouti sera doté des 6 ports à la fin de 2017, alors qu'elle ne possédait qu'un seul depuis son indépendance. D'une seule route asphaltée nous relie de l'Éthiopie, nous disposerons de 3 axes routiers à la fin de 2017. Le chemin de fer
n'est pas demeurée en reste. Une nouvelle ligne totalement électrique reliera les deux capitales Djibouti et Addis Abeba et sera opérationnelle avant la fin de 2017. À ces projets de réseau ferroviaire qui reliera l'Éthiopie et Djibouti, le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda ont décidé de s'y rejoindre prochainement. Ce sont en tous plus de 10 milliards de dollars qui sont investis dans des infrastructures du côté de Djibouti. Ces projets d'envergure à caractère strictement alimentant la croissance économique de notre pays, tout en consolidant les bases de son développement. Mesdames et messieurs, la promotion d'un système financier efficace, robuste et sain est la deuxième composante essentielle de notre stratégie de développement. Pour ce faire, nous avons engagé d'importantes réformes qui ont permis de transformer en profondeur notre secteur financier qui s'est vu densifié en nombre d'opérateurs et diversifié en termes d'activités et de produits financiers. Ainsi, ne comptant seulement que 2 banques conventionnelles, 5 auxiliaires financières en 2006, ces secteurs sont composés d'aujourd'hui 34 institutions financières, toutes formes juridiques et d'activités confondues, pour une population de moins d'1 million d'habitants. Aujourd'hui, la panoplie de l'offre financière présente tous les types de produits et services financiers et a la prétention de répondre à toute forme de demande du marché local et sous-régional. C'est dans ce fonctionnement qu'est née la finance islamique, qui demeure donc relativement encore jeune à Djibouti, où le premier établissement bancaire à caractère islamique ne s'établit qu'en 2006 après une première tentative dans les années 90, alors que les banques classiques sont présentes sur notre territoire depuis 1908. Aussi, la culture bancaire dominante étant celle de la banque conventionnelle, nous avons œuvré pour prévenir la marginalisation de la finance islamique en adoptant des normes qui lui sont propres et qui lui permettent d'évoluer sur les meilleurs auspices. Dans cet environnement, les banques islamiques actuellement au nombre de 3 sur 11 banques ont su très vite s'adapter, gagner des parts de marché et voir leurs activités croître rapidement grâce à leur efficacité, leur capacité de pénétration du marché et leur proportion de l'innovation. Aujourd'hui, l'actif des banques islamiques représente près de 20% de l'actif bancaire total, contre seulement 1,2% en 2006. Les dépôts collectés par ces banques en progression annuelle de 20% représentent actuellement 17,5% de l'ensemble des dépôts du système bancaire, tandis que le volume des crédits octroyés par ces banques se situe en proportion de 15% du total des engagements bancaires. Dans le même temps, les banques islamiques contribuent fortement à l'amélioration de l'inclusion financière et le développement des services bancaires, détenant, et elles seules, 36% du nombre d'agences bancaires, 25% du nombre de banques bancaires, 43% du nombre des distributeurs automatiques de billets. Ces bons résultats et leurs perspectives aiguisées, l'appétit des banques conventionnelles dont certaines projettent l'ouverture des guichets islamiques en leur sein. Poursuivant son discours, le président Ismaël Omar Guelleh a rappelé les efforts et les réformes entreprises dans la politique économique du pays afin que la finance islamique s'intègre facilement dans le monde des affaires. Tenir pleinement et de renforcer en permanence l'expansion et le rayonnement de notre place financière, notre responsabilité en tant que politique est d'instaurer un environnement général des affaires incitatif et de plus propice en mettant en œuvre des politiques idoines et de réformes adéquates. Dans ce processus, la Banque centrale de Djibouti accorde une attention toute particulière à la révision et à la mise à jour périodique des textes réglementaires pour être en phase avec les standards internationaux et veille au renforcement permanent de ses capacités de supervision pour encadrer efficacement notre place financière en plein essor. Les efforts menés dans ce sens ont permis de doter les banques islamiques opérant à Djibouti d'un cadre légal et réglementaire qui leur est spécifique, au même titre que les banques conventionnelles. Ce dispositif a été complété courant 2016 par la création d'un comité national de la charia, composé d'experts en loi islamique et en finance et en charge de veiller sur la régularité de la conformité à la charia des produits financiers islamiques opérant public de Djibouti. Comme affirme précédemment, l'amélioration du climat des affaires et l'adaptation des cadres juridiques envoie un signal positif aux opérateurs économiques et permet de libérer les potentiels et les initiatives privées. Les banques islamiques
présentes sur notre territoire profitent pleinement de cet environnement aménagé et de l'engouement de la population pour leurs produits compatibles avec la charia, s'illustrent non seulement par leurs performances financières, mais aussi par leurs autres contributions au développement socio-économique du pays. À ce titre, certaines réalisations telles que la récente installation à Djibouti d'une branche de l'Académie arabe des sciences financières et bancaires et la traduction des standards de la charia en langue française, à l'initiative d'une des banques islamiques de la place, en sont des illustrations qui méritent d'être soulignées et saluées. Cette même banque s'est vue d'ailleurs attribuer le prix d'excellence des banques islamiques en matière de responsabilité sociétale d'entreprise récemment à Bahreïn. L'ancrage de la finance islamique dans le paysage financier de Djibouti est désormais acquise, en tant auprès de la clientèle des professionnels que des particuliers. La réussite et les performances remarquables des banques islamiques concourent à l'expansion et au développement de notre secteur financier et nous confortent dans nos choix stratégiques. Dès lors, Djibouti, terre d'islam et carrefour commercial entre l'Afrique et l'Asie, se posent tous naturellement comme la place indiquée pour l'épanouissement de la finance islamique en Afrique. À ce titre, le sommet africain de la finance islamique que nous organisons annuellement dans notre pays et depuis 2012 participe à cette volonté de promouvoir le développement de la finance islamique en notre terre africaine. Mesdames et messieurs, nous voulons pour Djibouti une finance islamique viable et pérenne, une finance moderne et sophistiquée basée sur la charia qui vienne soutenir l'investissement productif et qui réponde aux besoins multiples de notre entreprise, mais qui s'adresse également de façon appropriée aux couches défavorisées de notre population. Ceci d'autant plus que nous demeurons, à l'instar du reste du continent, confrontés à de nombreux défis en matière de développement social et de financement de nos économies, car en dépit de la croissance rapide et soutenue affichée partout en Afrique et les avancées notables en matière de développement humain, beaucoup reste à faire encore pour éradiquer la pauvreté et l'exclusion sociale dans la plupart de nos pays. Tous, construction humaine est vaine si elle ne met pas au centre de sa préoccupation l'homme. Et tant qu'il n'y aura pas des hommes sans activité, tant qu'il y aura des pauvres, tant qu'il y aura des hommes sans toit, tout le succès économique, tous les taux de croissance n'auront aucune signification. Aussi, l'atteinte de ces objectifs dans un proche horizon requiert des investissements importants dans divers domaines stratégiques, clés tels que les infrastructures, l'énergie, l'industrie, l'eau. Ces investissements estimés à près de 100 milliards de dollars sur plusieurs années nécessitent des financements appropriés, économiques et socialement soutenables. Pour cela, la forte expansion actuelle de la finance islamique dans le monde, avec les ressources colossales drainées par les fonds financiers islamiques, apparaît comme une réponse des plus appropriées à nos besoins de financement. Les solutions qu'offre la finance islamique ne sont pas juste accessoires ou complémentaires, mais réelles et adaptées à nos besoins et à nos principes spirituels, moraux, à plus d'un titre. En effet, la vertu dans les échanges, la profitation de l'intérêt, la prévention des pratiques spéculatives et le financement de la production sont des valeurs prépondérantes pour toute économie en devenir comme les nôtres. Le constat, pour l'heure, cependant, est que son grand retard concerne le développement de ces secteurs s'avère dommageable pour l'Afrique au regard de l'intérêt croissant que portent les pays occidentaux à la même question. La pénétration de la finance islamique en Afrique reste très timide, alors que ses potentialités exceptionnelles ne cessent d'attirer les investisseurs conventionnels. Les actifs attribués au continent sont estimés entre 1 à 2%, selon les sources. Pourtant, l'Afrique concentre la moitié des 1,6 milliard de musulmans que compte le monde. Il est par conséquent urgent que le continent africain soit au rendez-vous et que son industrie financière se mette au diapason et ne se ferme pas. Cette manne financière dont elle a besoin pour dynamiser son économie et asseoir son développement. Nos pays ont soif d'un financement alternatif et j'exhorte les institutions financières islamiques internationales à nous emboîter les pas et de s'ouvrir davantage aux formidables opportunités d'investissement et d'affaires que présente le continent. C'est dans un combat que nous devons mener tous ensemble pour un monde meilleur. C'est l'essence même de notre religion. Aidez-vous les uns les autres l'accomplissement de la bien, de la piété et nous entraider par commettre la péché
et l'agression. Coran, verset 2, sourate 5. Puisse Dieu nous accorder sa grâce et sa bénédiction. Amen. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you for your attention. Samatar Saïd donc, va nous rejoindre pour nous donner les grandes lignes de ces discours. Merci à Samatar. Que doit-on retenir de cette intervention? Oui, de l'intervention du président de la République. Merci Abdelhamid. Bonsoir à vous. Le président de la République a dans son discours rappelé l'industrie financière islamique a considérablement évolué au cours de la dernière décennie en Afrique, à Djibouti et partout dans le monde. Aujourd'hui, son importance et son efficacité sont bien établies et ne se limitent plus aux pays musulmans, mais progressivement imprégné les marchés occidentaux. Les actifs financiers islamiques ont effectivement enregistré une croissance en nette augmentation. Le chef de l'État a rappelé que si l'intérêt pour la finance islamique augmente dans le monde entier, il est principalement dû au fait qu'il présente des fortes caractéristiques en termes de transparence et de réglementation bancaire. Ainsi, grâce à sa résistance au choc et à la propension à innover la finance islamique, elle n'est plus seulement une alternative à la finance conventionnelle, mais elle a progressivement tendance à se positionner comme une référence dans l'industrie financière mondiale. On peut dire ainsi, ne comptant seulement que 2 banques conventionnelles et 5 auxiliaires financières en 2006 à Djibouti, les institutions bancaires se composent aujourd'hui de 34 institutions financières, toutes formes juridiques et actives confondues pour une population de moins de 1 million, Abdelhamid. Le chef de l'État a en outre rappelé que la République de Djibouti a fait le pari de faire de Djibouti un hub stratégique, commercial et financier. Cette ambition s'est traduite dans un programme de développement intitulé Djibouti Vision 2035. Il s'agit d'une vision à long terme qui a pour objectif de bâtir l'architecture d'un développement économique, sociable, durable et harmonieux. Le chef de l'État a en outre rappelé que Djibouti organise annuellement le sommet africain de la finance islamique dans le pays depuis 2012, a participé à cette volonté de promouvoir le développement de la finance islamique en nos terres africaines. Le chef de l'État a aussi soulevé la question en rappelant que la pénétration de la finance islamique en Afrique est encore très faible, les actifs alloués au continent étant estimés entre 1 à 2% selon les sources, du fait que l'Afrique représente la moitié des musulmans de la population musulmane mondiale. En outre, le pays africain continue d'enregistrer une croissance soutenue, restant en plein d'opportunités et encore largement inexploitée, ce qui est de nouveau un bon augure pour les perspectives de croissance futures. Et enfin, le président de la République a indiqué que la République de Djibouti veut se doter d'une finance islamique viable et pérenne, une finance moderne, sophistiquée, basée sur la charia qui vienne soutenir l'investissement productif et qui réponde aux besoins d'un multiple de nos entreprises, mais qui s'adresse également de façon appropriée aux couches défavorisées de nos populations. Voilà ce qu'on pouvait retenir du discours du président de la République lors de l'attribution d'Astana de son prix. Merci Samatar, et nous restons toujours à Astana où le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a visité au milieu de matinée l'exposition internationale 2017 dans les cadres de sa visite de travail à Astana, la capitale kazakh. Le chef de l'État a entamé sa visite par le pavillon d'Astana où il a fait une immersion au sein d'un hall de 5000 mètres carrés de superficie. Elle abrite le pavillon national de Kazakhstan, autrement dit le musée de l'énergie du futur, qui présente la culture et l'histoire du pays. Elle servait de lieu d'exposition au pays hôte de cette Expo 2017 dont les thèmes portent sur les énergies du futur. Les officiels présents à cette exposition ont donc présenté en détail l'innovation énergétique d'Astana, telle que l'énergie solaire ainsi que leur patrimoine et identité. Le thème de cette exposition internationale se penche sur 3 axes, notamment la réduction des émissions de CO2 à vivre, l'efficacité énergétique et l'énergie pour tout le monde. Elle invite tous les professionnels de l'industrie et les touristes du monde entier à découvrir les technologies les plus avancées, les dernières rénovations et innovations en matière d'énergie renouvelable. Il faut rappeler que plus de 100 pays, organisations internationales, entreprises sont présentes à cette exposition d'Astana 2017 qui accueillera donc plus de 5 millions de visiteurs.
Au cours de cette visite, le chef de l'État s'est rendu également dans les halls africains appelés Africa Plaza, où 22 pays africains ont donc installé leur stand. Un accueil chaleureux a été réservé au chef de l'État au cours de sa visite des stands africains. Ces pavillons est destiné à présenter les continents africains dans sa diversité culturelle et toutes ses potentialités, notamment les tourismes. Le président de la République a donc visité un à un à tous les stands africains. Tous les pays représentés donc à ces stands d'Africa Plaza se sont mobilisés pour accueillir le président de la République à leur stand et profiter de l'occasion pour montrer leur culture et les potentialités de leur pays. Le président de la République a donc visité les stands africains en compagnie de sa délégation, mais également du responsable de Abdelkader Hassan Barré, qui est donc le commissaire du pavillon djiboutien à ces stands. Le commissaire justement du pavillon djiboutien, Abdelkader Hassan Barré, nous explique le contenu de cette exposition et surtout comment Djibouti a mis en valeur ses potentialités. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'accueillir le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, ici à Astana et particulièrement au pavillon de Djibouti à l'Expo Astana 2017. Dieu a fait que ça coïncide la fin de l'Expo qui est prévue dans 4 jours, le 10 septembre, et la venue de son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh à Astana. Comme vous le savez, notre pays participe à cet événement planétaire qui regroupe 108 pays et 18 organisations internationales depuis le 10 juin 2017. Cette exposition constitue incontestablement une plateforme très importante pour montrer tout ce que notre pays dispose en avantages comparatifs au niveau de ses potentialités économiques, commerciales et touristiques, mais aussi montrer au monde les opportunités d'investissement qu'offre notre pays. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, a reçu ce matin la représentante régionale du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. L'entrevue s'est déroulée en présence des administrateurs du Parlement et de hauts représentants du système des Nations Unies. Au cours de cette entrevue, plusieurs questions d'intérêt commun ont été évoquées. Les deux parties ont estimé que la collaboration et la coopération entre le système des Nations Unies et l'Assemblée nationale se sont étendues de manière positive ces dernières années. La représentante régionale des systèmes des Nations Unies a loué donc les progrès considérables réalisés par la République de Djibouti dans la mise en œuvre de diverses législations en matière des droits de l'homme. Elle s'est également félicitée des efforts consentis par Djibouti dans sa gestion de la crise des réfugiés fuyant les guerres. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, a reçu ce matin dans son cabinet Madame Alicia Dinerten, la nouvelle directrice adjointe des missions de l'USAID en Éthiopie, qui est en visite pour la première fois à Djibouti.
Cette rencontre entre les deux parties s'est déroulée en présence des principaux responsables du MENFOP et une importante délégation de l'USAID. La rencontre a permis aux deux parties de faire le point sur les différents projets financés par l'USAID en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement prodigué au sein des écoles djiboutiennes. Au cours de cette réunion de travail, le ministre de l'Éducation et ses proches collaborateurs ont eu des échanges fructueux et constructifs avec leurs partenaires sur les voies et moyens de l'amélioration des différentes activités du projet de l'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne. Par ailleurs, les deux parties ont longuement passé en revue l'ensemble des questions jugées prioritaires par le MENFOP, notamment le lancement du programme d'appui à la lecture destiné à l'enseignement de base et qui sera donc entièrement financé par l'USAID. Cette rencontre a permis de discuter, de faire le point sur les projets financés par l'USAID. Donc, le premier projet, c'est le projet d'amélioration de l'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne. Ce projet a démarré il y a très peu de temps, donc il y a quelques mois. Donc, le projet a bien démarré. Nous avons pu faire le point sur les différentes activités de ce projet avec la représentante. Donc, et puis, nous avons également discuté du démarrage très prochain du projet d'appui à la lecture pour l'enseignement de base. Ces deux projets sont des projets qui sont financés par l'USAID. Le secrétariat d'État chargé des affaires sociales a procédé ce matin au Palais du Peuple au lancement officiel du projet appelé transfert monétaire via téléphone portable. Il s'agit d'un projet d'assistance alimentaire destiné aux familles les plus démunies afin de réduire l'impact de l'insécurité alimentaire des ménages djiboutiens qui sont donc les plus dans le besoin. C'est en étroite collaboration avec le ministère de la Communication, le PAM, qui est le secrétariat d'État aux affaires sociales, a donc lancé ce matin pour la 6e année consécutive ce projet. Cette année, 2017, les bénéficiaires sont les habitants des deux communes, Balbala et Boulaos. Au total, 4000 ménages vont bénéficier de cette assistance financière durant 4 mois à hauteur de 8000 francs par mois. La cérémonie de lancement de ces programmes, présidée par la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane, a été donc également honorée par la présence du ministre de la Communication, Abdi Youssouf, et du représentant du PAM ainsi que la maire de Djibouti. En particulier, nous avons pu et donc s'adresser à beaucoup plus de personnes dans des quartiers où avant on ne pouvait pas vraiment aller parce que c'était un petit peu compliqué. Le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougé, s'est félicité pour sa part du travail en commun entre son département, le secrétariat d'État aux affaires sociales, le PAM et Nomadcom dans la lutte contre l'extrême pauvreté. Nous vous proposons de l'écouter. Si autrefois le fait d'avoir un téléphone était un besoin de prestige, on s'aperçoit que jour après jour, l'utilisation du téléphone devient vitale grâce à notre opérateur historique que le transfert monétaire à travers le téléphone mobile peut être réalisé. Ce partenariat entre le PAM et Nomadcom démontre de la plus belle manière que les nouvelles technologies peuvent être un atout formidable qui peut faciliter l'atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de lutte contre l'extrême pauvreté et la faim. Et rejoint ainsi notre vision d'allier développement économique et celui du développement des secteurs d'études. Par conséquent, Nomadcom est le fruit de la politique volontariste du chef de l'État au profit des filets sociaux. Pour ce faire, nous avons besoin d'acteurs économiques et ressources humaines qualifiées pour le déploiement des technologies novatrices et porteuses de mieux vivre à notre population. Ainsi, je félicite mon collègue Mouna et l'ensemble de son personnel pour leur dévouement et la manière dont ils sont au service de leur population. J'ajoute aussi mes félicitations aussi vont à l'endroit du PAM qui depuis des années
épaule le gouvernement djiboutien pour secourir et lutter contre l'insécurité alimentaire. La secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, a indiqué quant à elle que l'objectif attendu de ces projets est la réduction de manière spécifique de l'insécurité alimentaire chez les ménages djiboutiens les plus vulnérables économiquement. On est ensemble autour de cette table pour encore une fois célébrer la relance du programme d'appui alimentaire pour sa 6e année. Ce programme montre beaucoup d'évolution depuis sa mise en place. L'objectif était de réduire l'insécurité alimentaire des populations les plus nécessiteuses. Le projet cible 4000 ménages et pour le moment les 4000 ménages sont en cours de finalisation pour qu'ils puissent bénéficier de ce projet pour les 4 mois qui arrivent. Mais la spécification de cette année, c'est que les ménages sont divisés sur les 2 communes, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, où c'était seulement la commune de Balbala qui bénéficiait de ce projet. Les familles bénéficiaires et nécessiteuses seront accompagnées en appui nutritionnel une fois par mois pour un montant de 8 000 francs. Nous sommes en train de modeler une protection sociale. On est en train de la réfléchir. Tous les jours, elle est en évolution. Donc, tous partenaires qui pourraient assister cette activité sont les bienvenus. Le secrétariat d'État s'est doté du registre. On en a beaucoup parlé, mais aujourd'hui, ce programme est la preuve vivante de son efficacité, de sa plus-value, parce que tous les bénéficiaires sont issus du registre social. Ce n'est ni des populations issues de listes quelconques ou des listes qui proviennent des communes ou des préfectures. C'est des listes qui sont issues du registre social après analyse économique suite aux enquêtes de la DIZED pour lequel il y a eu une évaluation du niveau de pauvreté et c'est ces personnes qui ont été identifiées comme bénéficiaires. Donc je pense que c'est quand même un grand pas en avant et ça montre la légalité dans l'attribution des programmes sociaux. C'est juste, c'est quelque chose de juste où on essaye d'être le plus proche possible. À la suite de la mise en place du registre social, il y a eu la création des guichets sociaux pour concrétiser l'existence du registre social. Et ces guichets sociaux sont des lieux d'accueil et de réception de la population pour lesquels on dit la population peut venir, qu'elle soit pauvre ou pas. Mais c'est à nous, en tant qu'agents techniques, d'identifier la difficulté que cette personne présente, ensuite de la confirmer et ensuite de l'orienter vers un programme social. Puis le programme de mobilisation des eaux des surfaces initié par le chef de l'État dans le cadre de l'UNDS en 2006 a eu un impact très positif pour avoir été une alternative dans l'amélioration de l'accès à l'eau dans les zones rurales. Après Obok, l'équipe du ministère de l'Agriculture était hier après-midi dans la région de Tadjoura, dans les secteurs de Dora frontaliers avec l'Éthiopie, avec une forte concentration d'ouvrages hydrauliques et notamment des retenues et des citernes enterrées. Pour une réponse face aux problèmes criants de l'eau dans cette région très aride et sec, le ministère de l'Agriculture, par le biais du projet Promesse et Prodermo, a réalisé des dizaines d'ouvrages hydrauliques dans ces secteurs très fréquentés par les nomades et leur bétail. Le responsable du ministère de l'Agriculture, accompagné par les chefs coutumiers de Dora et des bénéficiaires, a inspecté les ouvrages de Kalou près de Dora Otoy et Andaba en bas de Moussa Ali. Ces ouvrages qui sont alimentés par les eaux de pluie sécurisent l'alimentation en eau de toute la population rurale de Dora. Les bénéficiaires de ce secteur de Dora, dont Mohamed Abdallah, ont donc tenu à remercier au nom de la population de son secteur le président de la République pour la réalisation de ces projets. La population a été sensibilisée sur cette approche par le ministre de la décentralisation.
Nous passons au-delà de l'actualité internationale et Hussein Aouled pour développer avec nous l'information provenant de l'étranger. Merci Hussein. Et nous commençons par la Birmanie où la communauté internationale s'inquiète que le monde fait face à ce qu'on pourrait appeler donc du nettoyage ethnique. Effectivement, Abdourahmane, donc le secrétaire général de l'ONU met en garde donc les autorités birmanes face au spectre d'un nettoyage ethnique des Rohingyas. 125 000 personnes donc tentent désormais de survivre dans des camps de réfugiés au Bangladesh. Les Rohingyas fuient la Birmanie coûte que coûte et au risque de devoir traverser une rivière pour rejoindre le Bangladesh. 125 000 personnes ont pris le chemin de l'exode depuis le 25 août d'après les Nations Unies, créant une crise humanitaire à la frontière entre les deux pays. Les Rohingyas sont marginalisés en Birmanie et considérés comme des étrangers. Dans l'état de Rakhine, à l'ouest du pays, leurs déplacements sont limités et ils n'ont pas accès au marché du travail, ce qui les rend dépendants de l'aide alimentaire. La situation serait particulièrement préoccupante pour plus de 30 000 enfants, d'après l'UNICEF qui réclame aux autorités birmanes un accès aux populations dans cette région. Et puis, actualité en Syrie, 8 mois après avoir repris Alep, l'armée syrienne s'est emparée de Der ez-Zor. Justement, donc en Syrie, l'armée a brisé hier un siège de près de 3 ans imposé par le djihadiste du groupe État islamique à la zone gouvernementale de Der ez-Zor, dans l'est du pays, en faisant donc la jonction avec les soldats assiégés à l'ouest de la ville. C'est un important succès pour l'armée syrienne et une sévère défaite pour le groupe État islamique. Mais si le siège imposé par le djihadiste à cette enclave d'une 50aine de kilomètres carrés est brisé, la guerre continue. La jonction entre effectifs hier permettra d'acheminer des renforts et de ravitailler la population de la partie gouvernementale de la ville, estimée entre 150 000 et 200 000 personnes. Ces habitants qui souffrent donc de pénuries d'aliments, de médicaments et de carburant étaient approvisionnés par voie aérienne depuis 3 ans. La reconquête de Der ez-Zor par l'armée syrienne éloigne le spectre donc de la partition du pays en canton confessionnel. La population de cette province est en effet constituée d'une écrasante majorité de tribus sunnites. Merci Hussein, merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.